Lettre 84. Ces excursions qui secouent ma paresse profitent, je m'en rends compte, à ma santé et à mes études. Ce que ma santé y gagne, tu le vois. Comme l'amour des lettres me rend apathique et insoucieux de mon corps, je m'entraîne physiquement par la fatigue. En quoi favorise-t-elle l'étude? Voici l'explication. Je ne quitte point mes lectures. Or pour moi les lectures sont de première nécessité. D'abord elles empêchent que je me contente de mon fond, et puis en m'initiant aux recherches des autres, elles me mettent à même d'apprécier les découvertes faites et de réfléchir sur celles qui restent à faire. La lecture est l'aliment de l'esprit. Quand l'étude l'a fatigué, elle le délasse, sans exclure pourtant toute étude. On ne doit pas plus se borner à écrire qu'on ne doit se borner à lire. La première de ces occupations déprimera, épuisera l'énergie. Je parle du travail du style. L'autre lui ôtera sa trempe. Recourons tour à tour à l'une et à l'autre, et tempérons l'une par le moyen de l'autre, de telle sorte que la composition écrite mette en un corps d'ouvrage ce que la lecture a recueilli. Imitons, comme on dit, les abeilles qui volettent de ci de là, pilotant leurs fleurs propres à faire le miel, puis disposent, arrangent, en rayons, tout leur butin, et, comme dit notre Virgile, amassent le miel le plus pur et emplissent jusqu'au bord les alvéoles de nectar délicieux. À propos des abeilles, on ne sait pas bien si elles tirent des fleurs un suc qui à l'instant même devient miel, ou si elles transforment leur récolte en cette substance savoureuse par la vertu d'un certain mélange et d'une propriété de leur haleine. Quelques-uns soutiennent que l'industrie de l'abeille consiste non pas à faire le miel, mais à le recueillir. Ils disent que l'on trouve dans l'Inde, sur les feuilles des roseaux, un miel produit soit par la rosée du climat, soit par une sécrétion douce et onctueuse du végétal lui-même. Les plantes de nos pays, conclut-il, présentent un élément identique, mais dans des proportions moins importantes, moins sensibles. Le rechercher, le ramasser, telle est la fonction propre de notre insecte. Certains pensent que c'est un travail de pâtissage et d'arrangement méthodique qui imprime la qualité de miel à ce que les abeilles ont recueilli sur la partie la plus tendre des feuilles et des fleurs. Elles y ajouteraient une espèce de ferment qui lie ces matériaux divers et en fait un tout. Mais la digression me guette. Imitons, disais-je, les abeilles. Ce que nous avons récolté de nos diverses lectures, classons-le. Les choses soigneusement classées se conservent mieux. Puis, déployant toute l'industrie, toute la force inventive de notre esprit, confondons en une seule saveur ces sucs variés, de façon que, même si la source de tel emprunt apparaît nettement, il apparaisse tout aussi nettement que l'emprunt n'est point une reproduction du modèle. La nature n'opère-t-elle pas ainsi journellement dans le corps de l'homme, sans que l'homme participe à ce travail? Les aliments absorbés, tant qu'ils se conservent tels quels, tant qu'ils nagent à l'état solide dans l'estomac, sont une charge pour l'organisme. Leur transformation accomplie, c'est alors qu'ils deviennent de la force et du sang. Procédons de même pour la nourriture de l'esprit. Ne souffrons pas que rien de ce qui entre en nous demeure intact, de peur qu'il ne soit jamais assimilé. Digérons la matière, autrement elle passera dans notre mémoire, non dans notre intelligence. Adhérons cordialement à ces pensées d'autrui et sachons les faire nôtres, afin d'unifier 100 éléments divers comme l'addition fait de nombres isolés un nombre unique, en comprenant dans un total unique des totaux plus petits et inégaux entre eux. Voilà comment on doit travailler notre esprit. Qu'il scelle tout ce de quoi il a été secouru et ne produise que ce qu'il en a fait.
Même si en toi l'on reconnaît les traits de quelques modèles profondément gravés dans ton âme par l'admiration, je veux que ce soit la ressemblance d'un fils à son père, non un portrait. Un portrait est une chose morte. Comment? On ne verra pas de qui est imité le style, de qui est empruntée la dialectique et de qui sont reproduites les idées. Oui, on pourra, je pense, faire que l'on aille jusqu'à ne pas le voir, si l'imitateur est un puissant esprit qui, sur tous les emprunts qu'il a faits à quelques modèles, a mis son cachet qui fait tout tendre à l'unité. Tu sais de combien de voix différentes se compose un chœur. Cependant, une impression d'unité ressort bien de tout cet assemblage. Les voix sont hautes, basses ou moyennes. Au chant des hommes s'ajoute celui des femmes, le tout soutenu par l'accompagnement des flûtes. Aucune voix individuelle ne s'y peut distinguer. L'ensemble seul s'impose à l'oreille. Je parle du chœur tel que les anciens philosophes l'ont connu. Dans l'ouverture de nos jeux publics, on compte plus de musiciens qu'il n'y avait autrefois de spectateurs sur les gradins du théâtre. Quand le bataillon des exécutants a encombré tous les passages, quand les cuivres font un cordon autour de la keva, et que de la scène monte le retentissement des hautbois de tout calibre et celui de toutes sortes d'instruments, l'harmonie générale naît de la diversité des sons. Je veux qu'il en soit ainsi de notre âme. Quelle est bonne provision de connaissances, de préceptes, d'exemples empruntés à mainte époque, mais que tout conspire à une même fin. À cette fin, diras-tu, comment parvenir? Grâce à une tension continuelle, en évitant aucune action que sur le conseil de la raison. Prête-lui l'oreille, voici comme elle parlera. Renonce sans remise à ces vanités auxquelles on court par tant de voies. Renonce aux richesses, périls ou fardeaux pour qui les possède. Renonce aux voluptés du corps et de l'esprit, elles amollissent et elles démusclent. Renonce à l'ambition, qui n'est qu'enflure vide et pleine de vent. Elle n'a point de limite et redoute au même degré de voir quelqu'un marcher de pair avec elle ou devant. L'envie la tourmente, une double envie, et conçois-tu rien de plus triste que d'être envieux alors qu'on est soi-même envié? Tu vois, les palais des grands, ces portes où l'on se bat pour être des premiers à leur rendre hommage, combien de rebuffades pour obtenir l'entrée, combien d'autres à subir quand on est admis. Ne t'arrête pas devant ces escaliers de l'opulence, devant ces vestibules suspendus sur d'énormes terrasses. Là, tu te verras sur une pente escarpée, et qui plus est, sur une pente glissante. Viens plutôt par ici, viens à la sagesse pour obtenir ces biens, possession à la fois si paisible et si magnifique. Tout ce qui paraît éminent selon l'ordre des choses humaines n'a de relief dans sa chétévité que par comparaison aux objets les plus bas. Néanmoins, on n'y arrive que par de difficiles et raides sentiers. C'est une voie rocailleuse que celle qui conduit au faîte des honneurs. Mais si tu aspires à te transporter sur la cime devant laquelle s'humilie la fortune, tu verras sous tes pieds tout ce qu'il y a de plus haut dans l'estime du monde, et cependant, c'est par un chemin tout uni que tu atteindras la grandeur suprême.